Et puis je vais appeler Patrick Edel, qui a consacré sa vie à trouver des initiatives. Donc Patrick, vous avez plein de choses à raconter avec une belle table ronde. Je vous laisse les micros. Merci. Oui, beaucoup de grandes idées nous réunissent ici. Ce qui nous intéresse plus particulièrement à la Guilde du RAID, ce sont les initiatives qui apportent des réponses. Et ça, à tous les niveaux d'ailleurs. Il y a parfois de petites initiatives qui démarrent avec pas grand-chose et puis qui prennent des proportions après beaucoup plus importantes. Alors pour démarrer cette table ronde, 3 minutes d'une vidéo sur un projet qui illustre cet esprit d'aventure qui est propre à la Guilde, que nous avons lancé au siècle dernier avec Paul-Émile Victor, sur la découverte du monde, et tout ce qui peut s'en suivre après, qui a amené la Guilde à être la première ONG de volontariat, qui a créé une agence de micro-projets pour soutenir les petites initiatives dans les pays du Sud. Bref, je ne vais pas limiter mon propos à la Guilde, bien sûr. Donc 3 minutes d'image pour entrer dans ce projet d'un administrateur de la Guilde, Vincent Faré-Dastier, qui, je crois, rejoint bien le sujet de la table ronde. Bonjour à tous, grande joie de participer avec vous à cette édition de l'Université d'été de La Rochelle. Alors même si c'est un petit peu à distance, voilà, vraiment, je suis heureux de pouvoir prendre part avec vous à cette réflexion, des réflexions qui dès le début, pour nous, pour Joseph Exalto, ont tenu à cœur, donc c'est soit la qualité de l'air, que ce soit l'engagement pour un tourisme, une industrie même touristique sans impact sur l'environnement, et également la transition énergétique, des défis qui vraiment nous ont parlé dès le début et qui ont participé à la conception de ce défi. Alors je vais vous parler de deux choses, de deux rêves en fait. Un premier rêve qui est de faire un vol sans interruption le plus long possible, et en second lieu vous aurez ensuite un autre rêve qui est celui de vous emmener, vous, à 25 km d'altitude, d'où le tourisme dont on parlait. Donc, 25 km d'altitude, c'est 15 km au-dessus des avions, dans la stratosphère. L'idée, c'est de voyager au milieu des étoiles, en ballon. Voilà. Donc, bienvenue dans ces rêves, et à très bientôt pour les réaliser. Tout a commencé par un rêve. Le rêve de voler à l'infini, porté uniquement par le vent et par le soleil. Le rêve de partir dans le ciel comme on part en mer, sans laisser d'empreinte sur l'environnement. Le plus long vol jamais effectué a été fait par Bertrand Piccard et Brian Jones il y a bientôt 20 ans. Ils ont volé 19 jours et 22 heures sans toucher terre, un vol magnifique mais basé sur les énergies fossiles. Zephyr développe un ballon vole uniquement grâce à l'énergie solaire. À bord de ce ballon, 2 pilotes ont volé 30 jours au-dessus de l'Europe, l'Arctique et l'Amérique, entre 100 mètres d'altitude et 8000 mètres. Alors évidemment, c'est une aventure extraordinaire, une aventure humaine, mais c'est aussi une aventure scientifique. Zephyr représentait une plateforme d'observation unique pour collecter des données atmosphériques sur des profils de vol inédits. Bien, merci pour lui. Effectivement, c'est un projet ambitieux,
pour lequel d'ailleurs Vincent a démissionné de son poste d'aiguilleur du ciel. Je pense que certains savent ce que ça représente de démissionner de cette fonction pour se consacrer uniquement à ce projet assez extraordinaire. Alors, pour rentrer maintenant dans la table ronde elle-même, je vais appeler les trois participants. Donc, tout d'abord, Jean-François Sassy, Philippe Michon et Mathieu Cam, s'ils veulent bien venir tout de suite s'installer ici. Donc, où nous allons aborder le sujet à trois niveaux différents. Jean-François Sassy est l'animateur d'une plateforme qui a été créée par le CEA à Cadarache, Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, pour faciliter finalement la rencontre entre les chercheurs et les entrepreneurs, ce qui est un problème tout à fait essentiel, car encore assez souvent la communauté des chercheurs voit d'un œil réticent le monde de l'entreprise. Et la rencontre entre ces deux mondes est tout à fait à la base de ce qu'on appelle l'innovation, finalement. L'un ne peut pas aller sans l'autre. Donc Jean-François va nous expliquer le rôle d'une plateforme pour faciliter ce mouvement. Et puis après, nous aurons un entrepreneur, Philippe Michon, donc, qui lui est en plein dans un projet justement qui relie les algues, et non plus comme un problème, mais plutôt comme une solution pour faire du plastique de nouvelle génération, donc un projet tout à fait important. Et puis Mathieu Cam, qui illustre justement ce qu'un petit projet au départ peut avoir comme potentiel. Nous l'avons accueilli, donc, ainsi que nos deux autres amis, dans les tables rondes du Festival de la mer créé par la Guilde aux Sables d'Olonne, qui aura lieu au printemps prochain à nouveau. Et ces trois intervenants nous ont paru tout à fait adaptés au sujet d'aujourd'hui. Alors, Jean-François, si vous pouvez vous parler d'ici si vous voulez, nous expliquer donc le rôle de la plateforme que vous animez. Oui, merci Patrick. Donc, bonjour à tous. Alors, je travaille pour une direction du CEA qui fait de la recherche technologique et du transfert de technologie. Donc, c'est une activité que le CEA a toujours fait, mais qui traditionnellement se faisait plutôt vis-à-vis des grandes entreprises. Et en fait, depuis quelques années, l'État a confié au CEA une mission supplémentaire qui est d'aller accompagner aussi les PME, les TPE, les start-up, et d'aller les accompagner au plus près de leur terrain d'action. Donc ça s'accompagne de quoi? En fait, ça s'accompagne de la création de nouveaux instituts de recherche qui dépendent du CEA, et ça s'accompagne aussi de la création de plateformes technologiques dans les territoires pour apporter en fait des outils d'innovation, des équipes de support au plus près des entreprises. Donc c'est ce qu'on appelle en fait CEA Tech, la recherche technologique du CEA, et dans ce cas-là, mon institut, c'est CEA Tech en région. Donc en quelques années, en fait, il y a un maillage qui s'est créé dans différentes régions françaises dans lesquelles la recherche du CEA, finalement, n'était pas très présente et très perceptible. Alors, moi, par exemple, j'ai un parcours dans l'industrie, c'est-à-dire que j'ai travaillé dans des grands groupes, et puis après, je suis parti travailler dans un centre technique dédié à une filière qui est encore balbutiante, mais aussi industrielle en France, qui est la filière des algues. Le CEA s'est approprié, en fait, ce sujet-là aussi depuis très longtemps. Ça restait un sujet de recherche, quelque part. Et petit à petit, en fait, il y a une industrie qui s'est créée avec essentiellement des TPE, des artisans, des PME, des entrepreneurs, des start-upers qui n'ont pas forcément les outils pour amener à maturité leur innovation. Donc clairement, on a identifié que là, il y avait un axe, et c'est ce qui m'a amené en fait à quitter un centre technique filière pour aller rejoindre un gros organisme de recherche et de transfert qui est le CEA, et créer une plateforme technologique qui a tout de suite été voulue au meilleur de l'état de l'art européen, mondial, de façon à apporter les meilleurs outils au plus près des entreprises. Donc les algues, ça sert à quoi? Pour faire très rapide et faire la transition avec mon voisin Philippe. Aujourd'hui, il y a une vraie industrie de spécialité, de produits à haute valeur ajoutée, dans la nutrition santé, dans les cosmétiques, et essentiellement dans les molécules actives pour cosmétiques,
un petit peu dans les ingrédients fonctionnels. Par contre, les algues ont aussi un certain nombre de promesses, en fait. Il y a eu, il y a quelques années, un emballement de la recherche mondiale sur le sujet des biocarburants à partir d'algues. Donc le CEA était partie prenante aussi de cette recherche. Simplement, cette industrie aujourd'hui n'est pas mature. Par contre, il y a d'autres secteurs qu'on sent qui sont plus proches de la maturité, en particulier la chimie qui est basée sur le biosourcé et sur la capture, l'utilisation du carbone, mais par des processus photosynthétiques et non pas par des processus chimiques. Capture, utilisation du carbone qui permet de créer de la biomasse, des molécules, des polymères qui peuvent en particulier aller dans des applications de type matériaux, sachant qu'aujourd'hui, le marché des matériaux, et en particulier des matériaux plastiques, est en pleine mutation du fait de la prise de conscience de l'impact des plastiques sur l'environnement. Donc, qu'est-ce qui fait bouger les lignes? C'est à la fois cette innovation, mais c'est aussi les évolutions réglementaires, les incitations, les pressions réglementaires. Et vous avez tous entendu parler d'une nouvelle directive européenne qui va interdire les plastiques à usage unique et qui ne va plus autoriser que des matériaux naturels, qui sont présents naturellement dans l'environnement. Donc là, le marché est mature pour des matériaux plastiques naturels qui sont naturellement présents dans l'environnement, biodégradables totalement dans l'environnement. Voilà. Ok, parfait. Jean-François, merci. Donc Philippe, à vous de prendre le relais en tant qu'entrepreneur. Bonjour, merci de m'accueillir parmi vous. Mon histoire d'entrepreneur, elle commence il y a pas mal d'années maintenant, puisqu'on n'est plus de la première jeunesse, mais elle a eu un tournant en 2006 où j'ai commencé à travailler sur le plastique d'origine pétrolière et surtout travailler sur des technologies qui permettent la biodégradation du plastique en milieu naturel, en disant voilà, le problème de la plasturgie, c'est pas vraiment le produit, c'est ce qu'on en fait et le fait qu'il se retrouve abandonné dans l'environnement. Donc travaillons sur des solutions pour le rendre biodégradable. En travaillant sur cette solution qui paraît géniale à la base, vous vous trouvez entre le marteau et l'enclume, c'est-à-dire les gens du pétrole qui vous disent ah mais attendez, le plastique c'est une valeur, il faut absolument pas le biodégrader. Les recycleurs qui vous disent mais attendez, si vous biodégradez le plastique, vous allez nous faire perdre notre business de recyclage. Et donc j'ai passé pas mal d'années à me battre pour travailler sur ces solutions-là en collaboration avec une société britannique qui s'appelle Symphonie Environnementale. La techno se développe aujourd'hui dans les pays qui n'ont pas de gestion de déchets et elle est obligatoire dans 9 ou 10 pays. Ensuite, au fur et à mesure des années, le plastique d'origine pétrolière, on s'est dit qu'il faut essayer de travailler sur des solutions décarbonées. Et donc, on a vu apparaître sur le marché des produits qu'on appelle abusivement, on va dire, bioplastiques. Je changerai le nom en disant plutôt plastique d'origine biosourcée. Et la source végétale qui était utilisée jusqu'à présent était une source végétale type maïs, type blé ou canne à sucre. Il est clair, et ça a été mentionné tout à l'heure, on est dans une explosion démographique et utiliser des terres agricoles pour faire des produits de commodité, ça n'a pas vraiment de sens. Donc on a réfléchi avec mon associé cofondateur d'Eranova qui s'appelle Philippe Lavoisier, ça ne s'invente pas, il est chimiste. Et donc on s'est dit, on ne peut pas continuer à utiliser des produits biosourcés qui rentrent en compétition avec l'alimentaire, utilisent des terres agricoles, ça n'a pas de logique. De plus que tous les éco-bilans qui ont été faits sur ce type de produits ont montré que globalement, ils avaient un impact environnemental plus fort que les plastiques d'origine pétrole. Et donc, on a identifié une source qui sont les algues vertes, les macroalgues que vous voyez qui sont résultats de notre pollution industrielle et qui créent ces fameuses marées vertes. Et donc, en fait, à partir de ces algues vertes, on est en train de créer à Marseille, sur l'étang de Berre, donc sur un terre non agricole, sur des friches industrielles, une unité industrielle qui va donc utiliser ces algues qui sont collectées, qui sont aujourd'hui non valorisées. On les met dans des bassins, donc on construit 1,3 hectare de bassins, on est en cours de levée de fonds, on lève 5,5 millions d'euros. On est programme d'investissement d'avenir de l'ADEME. L'objectif est donc, en collectant ces algues, on les met dans des bassins, on les stresse, elles modifient leur métabolisme, elles s'enrichissent naturellement en sucre
et en amidon. On extrait cet amidon par voie enzymatique. On est breveté, on a déposé dans plus de 10 pays le brevet. Et on va créer, à partir de ça, une nouvelle génération de plastique qui peut être biodégradable, compostable, on n'a pas le temps de travailler sur ces terminologies, ou recyclable en accord et en collaboration avec la filière plastique fossile. Voilà, je vous ai amené deux exemples. Un produit qui est vert, mais pour montrer que ça vient d'algues. Et puis, le process breveté permet de le décolorer, d'extraire les pigments et de travailler sur un produit sans odeur, sans couleur, avec des caractéristiques mécaniques très, très, très intéressantes. Mathieu, voilà. Merci. Alors, à Mathieu, où on rejoint à nouveau le plastique, comme vous le savez depuis hier soir, puisque vous l'avez primé, après que nous l'ayons déjà primé au Sable d'Olonne comme le prix start-up de la Guilde. Et je lui laisse la parole. J'ajouterai un mot quand même sur cette activité d'encouragement au projet à la Guilde à travers l'agence des micro-projets que nous avons créé depuis déjà un certain nombre d'années, que nous avons démarré avec des entreprises, mais qui est maintenant surtout financée par l'Agence française de développement, pour les projets dans les pays du Sud, et où nous pouvons attribuer près d'1 million d'euros chaque année, sous forme de petites dotations de 10-15 000 euros par projet, pour des projets de coopération qui vont directement, souvent de petites communautés bénévoles françaises en réponse à un besoin dans un pays du Sud. Donc, Mathieu, à toi la parole pour un bel exemple. Merci Patrick, merci à tous d'être là aujourd'hui. Effectivement, chez Earthwake, nous sommes une association qui, depuis 2014 maintenant, tente de développer une solution pour lutter contre la pollution des déchets plastiques. Et dans cette lutte contre ce fléau des déchets plastiques, nous développons une machine que nous avons appelée Chrysalis, qui permet de transformer les déchets plastiques en carburant. Ça fonctionne grâce à la pyrolyse. Donc notre machine on présente le prototype à échelle 1 le 21 septembre. La machine n'est pas très grande, elle fait 3 mètres de hauteur et 1,20 m sur 1,50 m au sol. On y place par batch de 40 kg de déchets plastiques. On place ces 40 kg dans un réacteur. Ils sont pyrolysés, c'est-à-dire brûlés sans oxygène. Donc en fait, ils fondent dans un réacteur. Et les matières les plus légères montent dans une colonne de distillation. Et en sortie de colonne de distillation, on récupère 3 matières. Le diesel, qu'on peut utiliser aujourd'hui directement dans des groupes électrogènes, des engins agricoles ou des bateaux. On a de l'essence et du gaz qu'on utilise en circuit fermé et qui permettent d'auto-alimenter la machine. Donc la machine est autosuffisante en énergie. Et donc aujourd'hui, notre objectif, c'est déjà de dévoiler notre machine le 21 septembre, montrer que des technologies low-tech et à échelle humaine permettent de lutter contre la pollution plastique et permettent surtout, depuis ces déchets plastiques, de créer une source d'énergie vitale pour beaucoup de pays émergents et des régions isolées. On a l'idée de tester ce modèle qu'on présente le 21 septembre lors de projets pilotes en 2020, en Afrique notamment. Pourquoi pas avec la Guilde d'ailleurs, c'est quelque chose dont on doit discuter, pour pouvoir tester ces machines dans un modèle d'économie circulaire très local où on pourrait collecter des déchets plastiques, les transformer et offrir le carburant aux communautés proches de la machine qui pourront donc s'électrifier grâce à leurs déchets plastiques. Donc nous, on est encore complètement en phase de développement, hein. On présente un prototype, mais on a beaucoup d'espoir sur la qualité et le côté très pragmatique de notre machine qu'on voit comme une solution de transition face au fléau de cette pollution plastique. Voilà, merci beaucoup. Merci Mathieu. Merci donc pour ces témoignages. Merci à Myriam de nous avoir invités pour contribuer à vos réflexions et puis espérons ensemble trouver des projets qui puissent répondre à tous les problèmes que nous évoquons souvent. Merci. Alors Patrick, je pense que dans la vie, il y a des conjonctions favorables
Et donc Mathieu, rappelons-le pour tous ceux qui n'étaient pas là, reçu le premier prix des prix de l'innovation E5T. Donc encore bravo Mathieu, parce que c'est un jury de 11 personnes et on y a passé du temps, je peux vous dire. Donc voilà, je pense qu'il y a des jeunes qui doivent être inspirants, qui prennent leur destin dans leurs mains, qui décident de faire des choses et qui prennent en compte le monde d'hier, puisque votre initiative prend en compte le monde d'hier. Et puis aujourd'hui, c'est un jour spécial pour Mathieu. Joyeux anniversaire, Mathieu. On peut pas rêver mieux. Bring it on for Wednesday. Bon anniversaire. Ah bon? On a un double anniversaire, again. Double anniversaire sur la table. Que du jamais vu dans les universités E5T. Bon anniversaire. Bon, il y en a peut-être d'autres dans la salle. Parce qu'il y a notre anniversaire dans la salle, c'est le moment. Bon, merci beaucoup. Merci, plein de chance à vous. Ça compte aussi, en plus de la volonté. Et merci de ces projets.